Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste qui incarne des valeurs qui me tiennent à cœur. Dans cette société où l'agisme règne, où l'on a peur de vieillir et où entreprendre de nouvelles choses à un certain âge est parfois mal vu et critiqué, mon invité du jour a osé. Ose devenir celui dont tu rêves. Notre devise, ça lui va si bien. On se complète sur beaucoup de points et ça me tenait à cœur de l'inviter pour qu'elle vous raconte son parcours. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Andrea Ponti et sa voix d'or. Andrea, bonjour et bienvenue. Bonjour Soledad. Comme je le disais en introduction, la devise de ce podcast, c'est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2023 ? Écoute, c'est vraiment parfait parce que votre podcast rentre complètement en résonance avec ma devise, puisqu'on a la même. Moi aussi, c'est « Ose devenir qui tu es vraiment ». J'aimerais en savoir un peu plus sur ta jeunesse, justement ton enfance. Où as-tu grandi ? Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne et puis ensuite en Seine-et-Marne. Et tu viens d'un milieu plutôt artistique. Est-ce que tu étais vouée à entamer une carrière artistique ? Non, en fait, il n'y avait pas du tout de musicien chez moi. Déjà, j'étais issue d'une fratrie de 4 enfants, la petite dernière. Et j'ai grandi dans une famille de mélomanes. Tout le monde adorait la bonne musique des années 80. C'était vraiment l'âge d'or de cette musique. J'étais entourée d'un oncle DJ, d'un frère DJ et d'un cousin DJ. Donc, j'ai tout le temps baigné dans la musique. Et tu rêvais de quoi à cette époque, quand tu étais petite ? Alors moi, quand j'écoutais mes divas, Mariah Carey, Céline Dion, Whitney Houston, ça me faisait complètement rêver. Seule dans ma chambre d'ado, je n'en parlais à personne, mais ça me faisait vraiment rêver. Donc, tu te voyais comme chanteuse déjà ? Je ne me voyais pas, mais ça me faisait rêver déjà. Tu te souviens de ton premier souvenir artistique ? Ouais, il est assez flou. Je pense que c'était aux alentours de 9-10 ans. On m'avait fait monter sur scène pour chanter une chanson lors d'un spectacle. Donc déjà enfant ? Oui, assez jeune. Et justement, quel genre d'enfant tu étais ? Je crois que tu étais très introvertie. Timide, c'est ça ? Hyper timide, manque de confiance en soi. Ouais, vraiment, mais alors, comment tu as osé chanter sur scène ? Écoute, je me suis rendu compte que finalement, chanter, c'était un mode d'expression privilégié pour moi parce que ça me permettait de m'exprimer. Ayant été la petite dernière d'une fratrie, quand tu es la petite dernière, on ne te laisse pas trop la parole. Et moi, c'était un moyen d'être écoutée. Alors, ce qui est drôle aussi dans ton parcours de vie, c'est que comme beaucoup, tu as travaillé au Club Med. Exact. Mais t'étais quoi, JO ? Parce que je crois que tu as même terminé par chanter, c'est ça ? Raconte-nous. Oui, parce que tu sais, au Club Med, tous les soirs, tu as des spectacles et tous les géos montent sur scène. Mais c'était quoi le Club Med ? Un job d'été ? C'était une vocation ? Tu travaillais à plein temps ? C'était quoi ? Non, en fait, c'était suite à une rupture amoureuse avec celui qui est devenu plus tard le père de mes enfants et mon futur mari. Et on a rompu et j'étais tellement triste que je me suis dit, alors, il faut vraiment que j'aille me changer les idées. J'ai postulé au Club Med et j'avais besoin de me changer les idées. De t'évader. De m'évader. Et en tant que géo, une fois que tu es sur scène, alors on sollicite pour si tu as des talents, ils sont toujours les bienvenus. Et j'ai chanté un premier soir. Et de là, le directeur, le chef de village, m'a programmé de plus en plus de soirs dans la semaine et je me retrouvais 4-5 soirs par semaine à chanter. Donc ça a été une nouvelle expérience de la scène et du public. Et surtout, ton talent se révèle à toi. Tu te rends compte que tu as vraiment des ressources et que tu pourrais en devenir, en faire ton métier ? Oui. Mais avant ça,
En fait, j'avais déjà eu une première expérience de la scène et du public lorsque j'étais jeune adolescente, parce que quand j'étais au collège, j'adorais chanter dans les escaliers, trouver la résonance et tout ça. Donc, tous mes copains, copines savaient que j'aimais chanter et que j'avais ça en moi. Et du coup, j'avais des copains musiciens qui étaient venus me voir en me disant on sait que tu aimes bien chanter, on a un groupe, est-ce que ça te dirait de venir nous rejoindre en tant que chanteuse? J'ai dit ouais, franchement, on tente. Et on s'est retrouvés tous les dimanches dans un garage comme ça, à s'entraîner sur des chansons. Et ça nous a emmenés à faire des scènes de graines de talent, de festivals, de musique. Et là, ça a été vraiment ma première expérience de scène et de public. On pourrait penser que c'est un début de carrière. Beaucoup auraient continué. Pourtant, toi, tu arrêtes tout. Pourquoi ? Parce que j'avais trop de freins, de croyances limitantes, de doutes, de peurs et surtout de manque de confiance en moi. C'était pas fait pour toi. Ça pouvait être fait pour moi, mais oui, je me disais, ces croyances limitantes me faisaient dire, mais déjà, je suis pas issue d'une famille de musiciens, et c'est un rêve trop grand, ça peut pas être pour moi. Oui, effectivement, des freins comme ça. Qu'en pensait ta famille ? Ils savaient que tu n'étais pas à ta... Ils savaient pas que je chérissais ce rêve au fond de moi. Mais alors, quel métier as-tu fait ? J'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai travaillé, comme je t'ai dit, au Club Med, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait hôtesse à TF1, mais jamais avec ce sentiment d'accomplissement de soi, jamais le sentiment d'être réalisée. Et donc, ça me questionnait beaucoup, parce que je voyais mes copines qui avaient trouvé ce pourquoi elles étaient faites et elles traçaient leur chemin. Et voilà, et jusqu'à l'été 2018, où j'ai eu un déclic. Entre-temps, par contre, tu t'es mariée, tu as eu des enfants. Je crois que la valeur principale chez toi, c'est quand même la famille. C'est important. Oui, complètement. Et c'est pour ça que, en fait, même si je savais que je chérissais secrètement ce rêve de chanter un jour, je me le permettais pas vraiment parce que j'avais justement cette valeur principale, famille, qui était tout en haut de ma hiérarchie des valeurs. Et le plus important pour moi, c'était d'éduquer mes enfants, d'être une maman présente, parce que l'idée que je me faisais de ce métier de chanteuse n'était pas compatible avec cette valeur famille. Les tournées, l'absence. Alors, raconte-moi ce déclic en été 2018. En été 2018 arrive mon anniversaire, et là, j'ai ce chiffre dans la tête, et je me dis, waouh. Tu parles de chiffres, tu parles d'âge ? D'âge, exactement, d'âge. Et je me dis, ok, donc là, je me trouve en milieu de vie, en fait. Entre 0 et 80-90, tu sais que là, à la quarantaine, tu es en milieu de vie. Et c'est souvent, pour 80% des personnes, c'est un moment de bilan, de remise en question, de bouleversement, de questionnement intérieur. Et c'est une occasion, une opportunité de faire une introspection et de se dire, ok, alors qu'est-ce que j'ai fait dans cette première moitié de vie ? Est-ce que j'ai réalisé tout ce que j'avais envie, toutes mes envies, mes besoins, mes rêves ? Est-ce que j'ai tout accompli ou pas du tout ? Est-ce que j'ai vécu en mode pilotage automatique ? Là, j'ai été happée par la routine, Et effectivement, j'ai fait ce bilan. Alors, des fois, tu as des prises de conscience un peu douloureuses, mais c'est bénéfique parce que, pour moi, je me suis rendu compte que, ok, c'est pas parce que j'ai 40 ans, c'est pas parce que je suis une femme de 40 ans que je suis finie. Aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, etc., on est en super forme à 40 ans, 50 ans et plus. Donc, j'ai encore des belles années à vivre. Et c'est peut-être le moment pour moi de tenter ce rêve-là, qui pulsait à l'intérieur de moi, parce que j'avais cette voix intérieure qui me disait tout le temps, depuis longtemps, chante, 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 mais que je mettais en sourdine, parce que c'était assez atypique comme rêve. Et tu découvres le concept Ikigai. C'est chouette ce concept. Tu nous le racontes ? Au détour d'une lecture, parce que j'ai fait des études de psychologie et je suis passionnée de psychologie, et je tombe sur cet article, Découvrez votre Ikigai. Et au fil de la lecture, je vois que ça te dit que ton Ikigai, c'est ta mission de vie, ce pourquoi tu es fait. Alors pour le reconnaître, tu vois quelles sont tes passions, quelles sont tes compétences. Et c'est souvent quelque chose que les autres te reconnaissent en toi,
depuis l'enfance, on te dit « Ah, mais toi, c'est vraiment ça, ton truc ?» Et moi, en l'occurrence, c'était « Mais c'est quoi cette voix? Qu'est-ce que tu chantes bien ?» etc. Et alors, comment tu fais? Tu as 40 ans, 45, je ne sais pas exactement combien. Tu te dis, OK, je veux devenir chanteuse. Et par où tu commences? Alors, ça a été un déclencheur. Ces lectures de développement personnel, j'ai lu beaucoup de choses. Et puis, il est arrivé un moment où je chantais. Et mon voisin de palier savait que lui, il est guitariste. Il savait Donc, que... tu chantais chez toi? Ouais, comme ça, je chantais. Et un jour, il me dit, ah tiens, il vient taper à ma porte et il me dit, voilà, je sais que tu chantes. Je viens de faire la rencontre d'un chanteur lyrique, un coach, le coach de Tina Arena, Amel Bent, L'âme. Les rencontres. Voilà, mais qui vient vraiment, c'est le destin qui tape à ma porte. Et il me dit, voilà, prends son numéro si jamais tu veux l'appeler, etc. Donc, effectivement, moi, je rêvais de prendre des cours de chant. Donc, je saute sur l'occasion, je le rencontre. Et là, il me fait un bilan. Il me dit, écoute, je vois que tu as vraiment une tessiture vocale avec un énorme potentiel. Tu vas des très, très graves au suraigu. Tu es mezzo-soprano. Et donc là, il m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'avais comme une pierre précieuse qui ne demandait qu'à être polie. Et au fil des coachings, c'est comme si j'avais des ailes qui poussaient et j'arrivais à faire des choses de plus en plus incroyables. T'en as parlé à ton entourage à ce moment-là? Oui, alors non, juste ma famille, mes proches ont vu ça, mais pas encourageant Oui, mais en fait, ils ne savaient pas ce que j'avais comme arrière-pensée en découvrant ça, parce que je me suis dit, je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut que j'en fasse quelque chose. J'en ai toujours rêvé, et là, je vois que j'ai les compétences pour. Donc, des cours de chant encourageants, et le confinement arrive. Voilà, et là, ça a été encore un autre élément déclencheur. En fait, c'est ce Covid qui a quand même déclenché, remué tant de choses. Il y a eu beaucoup d'envie de reconversion professionnelle avec ce Covid, parce que les gens se sont rendus compte, ils ont eu le temps de l'introspection et de se rendre compte de leur aspiration profonde. Et là, toi, tu commences à t'enregistrer, c'est ça, à te filmer? Oui, parce qu'on entendait parler de mort H24, et on s'est tous posé la question à un moment donné, et si tout s'arrêtait? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'avais envie? Est-ce que j'ai réalisé tous mes rêves, etc. Et effectivement, et donc là, alors, les coachings vocaux que j'avais démarrés avec mon coach vocal, on s'adapte, on les fait en visio. Et on prépare une chanson. Je m'entraîne sur The Winner Takes It All de ABBA. OK. Et je la clip. Et je la poste sur les réseaux sociaux. Parce que c'était un moment où j'étais en manque de liens humains. Donc, je suis de plus en plus présente sur les réseaux sociaux en chantant. Quand tu dis je la clip, ça veut dire quoi? Je fais un clip. Toute seule? Alors, c'était entre deux confinements, donc je crois même que j'ai pu sortir. Ouais, on s'est débrouillé. En tout cas, tu te mets à l'action et tu oses chanter, réaliser et balancer sur le net. Tu étais familière avec les réseaux sociaux? Pas tellement, non. J'étais pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est la première fois que effectivement je balance un clip d'une chanson que j'avais vraiment beaucoup travaillé en amont. Quand même. Beaucoup d'audace quand même, non? Avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire en mettant une chanson... Mais cette petite fille timide, femme, parce que quand on a 40, 45 ans, on a une position familiale et le regard des autres et un statut. Et soudainement, on se dit, moi, je veux être chanteuse et je balance. On n'a pas peur du regard des autres, on n'y pense pas. Là, c'était sans prétention. C'était ma première reprise. Et j'avais fait tellement un travail de développement personnel, d'analyse, de mes héritages inconscients, de mes conditionnements. J'ai pris conscience qu'en fait, on était pétri de toutes ces injonctions sociétales, environnementales, familiales. Et quand tu en prends conscience et que après tu fais tes choix, ce que tu gardes ou pas, tu es un peu plus centré avec toi-même. Et moi, ça m'a permis d'être de moins en moins timide et d'oser plus et d'avoir beaucoup moins peur du jugement d'autrui. Et alors raconte, qu'est-ce qui se passe quand tu balances ce clip online?
Alors, je le balance et là, ça devient complètement viral. Des dizaines de milliers de vues, un nombre incalculable de partages. Et ça plaît énormément. J'ai beaucoup de feedback hyper positif. J'ai un commentaire en privé d'un manager qui m'écrit et qui me dit Waouh, je suis vraiment fascinée par votre voix, votre tessiture, le timbre et surtout par l'émotion que vous dégagez. Et moi, c'est ce que j'adore faire, c'est transmettre de l'émotion. Je suis une usine à émotion et donc j'ai envie de transmettre ça. Et il me dit, j'ai envie de vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, écoutez, moi, mon rêve, ça serait de chanter. Et d'abord, première étape, ça serait d'avoir mes propres chansons. Ça serait énorme. Moi qui ai toujours chanté des covers, des reprises des autres, d'avoir mes propres chansons. Et je sais que Amel Bent a pour parolier François Valgreen. Si vous pouviez me le faire rencontrer, j'adorerais parce que moi, j'aime les chansons qui ont du sens. Ok, les mélodies, c'est une chose, mais si je dois chanter, je veux que des chansons elles aient des belles paroles qui veulent dire quelque chose. Il me dit, ok, j'essaye de le contacter, chose qu'il fait. Il lui envoie cette vidéo. François Valgreen répond, ok, très jolie voix, mais le reste à voir. Donc, il organise une rencontre, on se voit, et là, l'alchimie opère complètement, artistiquement, humainement, à tous les niveaux. Et quelques semaines plus tard, le manager revient vers moi, il me dit « Ok, ça y est, j'ai des nouvelles. Il a dit qu'il ne va pas te faire une chanson, il va t'en faire 3. » Ok. Et là, je saute de joie, je suis heureuse, vraiment, c'est un pur bonheur. Et là, François Valgreen me reçoit, il me fait beaucoup me raconter c'est quoi ma vie, mon histoire, etc. Et il trouve ça extrêmement intéressant. En fin de compte, comme ce manager, il voit qu'il y a en fait un vrai message. C'est à la fois atypique qu'une femme de la quarantaine se lance dans l'industrie musicale, mais aussi il y a quelque chose de typique dans le sens où, oui, effectivement, post-Covid, il y a eu beaucoup d'envie de reconversion. Il y a un vrai message d'espoir. Donc, ça peut être inspirant. Et donc là, il me présente un des compositeurs avec qui il travaille énormément, William Rousseau, qui est le compositeur de Céline Dion, Florent Pagny, Tina Arena, Angoune. Et voilà, il devient le compositeur de mes 5 titres. Je ne sais pas si tu entends comme c'est magique. C'est un conte de fées pour moi. Et oui, mais c'est quelque chose de très accessible finalement. C'est-à-dire que tu as du talent, tu le détectes, tu t'écoutes et tu utilises les réseaux sociaux et finalement des rencontres. C'est un message extrêmement intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent et qui rêvent d'entamer une carrière artistique. Osez aller taper aux portes. Ayez de l'audace. Parce qu'en fait, c'est nous qui nous mettons des freins. C'est qu'est-ce qu'on va croire, Crois en toi d'abord avant tout. Fais-toi confiance et peut-être que ça peut fonctionner. Est-ce qu'on peut dire que tu incarnes l'ambition? Depuis le début de ce projet, oui, je crois que je suis assez ambitieuse. Alors raconte-nous la suite. Ces 5 titres. On est allé en studio, dans les fameux studios Ferber, les meetings où il y a tellement de grands chanteurs qui sont de Laurent Voulzy, Jane Birkin, Gainsbourg, Luciani, Carla Bruni, enfin voilà, tous sont enregistrés là-bas. Et là, on enregistre un premier titre, Il était temps, qui raconte mon histoire, qui me présente. Ensuite, Nos milliers d'histoires, et La musique et moi, et Je ne t'ai pas dit. Et finalement, ton âge, est-ce que c'est un frein ou au contraire un atout? C'est une richesse pour moi. Parce que ce que je fais aujourd'hui, en tant qu'ancienne timide, je n'étais pas capable de le faire du tout avant. Ça a été un cheminement me concernant. Ça a pris du temps. C'était comme un oignon qu'on épluche couche après couche pour arriver jusqu'au cœur, jusqu'à ce que je prenne conscience que j'étais faite pour ça, que c'était ma place, que c'était ma mission de vie. Et voilà. Est-ce qu'il y a un moment, parce qu'on voit peu de chanteuses commencer tard leur carrière, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peur, où tu t'es dit c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, ou où tu étais définitivement déterminée? J'étais déterminée parce que je me suis rendu compte que l'âge, c'était donc plus d'expérience, plus de maturité, et que ça allait amener plus de profondeur à mon art, à ma musique, et que ça allait donc être ma force.
Et je me suis dit que j'allais faire de ma singularité ma force. Le regret est un thème récurrent dans tes chansons. Dans ton tout premier single, Il était temps, tu dis, je cite, « Ce que je ne ferai pas sera à jamais perdu ». Tu en parles également dans ton dernier titre, Je ne t'ai pas dit. Toi qui es si positive, d'ailleurs, quand tu parles, tu veux pas qu'on parle de crise, mais de transition. Quand on parle de, tu es définitivement positive et lumineuse, et pourtant dans ces chansons, il y a une sorte de regret, de nostalgie. Peur de regret, parce que si tout était à refaire, je referais exactement de la même manière, parce que j'avais cette valeur principale, donc je voulais m'occuper dans un premier temps de mes enfants jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment autonomes. Et donc, pas de regret sur ma première vie. Donc, avec le recul, aucun regret de ne pas t'être lancé plus tôt. Non, pas de regret. Vraiment, parce que si c'était à refaire, je referais pareil, vraiment. Mais la peur, par contre, de ne jamais avoir tenté. C'est-à-dire, je ne peux pas m'imaginer étant une dame âgée, un jour, me voir dans le miroir et me dire « Quand même, tu l'as jamais tenté, ce rêve-là. » Ça me fait peur, de me dire « Tu l'as jamais tenté. » Donc, c'est en ça que je veux aller à la chasse des futurs potentiels regrets. Aujourd'hui, tu es en pleine préparation d'une scène. Oui. Et ça, comment on se prépare à ça? Parce que ça aussi, c'est un autre pas, rencontrer son public, se mettre en scène sous les lumières. Comment on se prépare à ça? Tu vois, comme quoi, même après 40 ans, il peut y avoir encore des premières fois. L'histoire, elle n'est pas terminée. Première fois que je vais en studio, c'est énorme pour moi. Première fois que je chante une de mes chansons, c'est fou. Première fois que je fais une répète avec mes musiciens que j'ai castés, c'est dingue. Ensuite, donc on a fait pas mal de répétitions au studio Luna Rossa. Et là... Le fameux studio Luna Rossa où se passent souvent les castings de The Voice et compagnie. On parlera casting dans quelques instants d'ailleurs. Il se passe beaucoup de choses là-bas, effectivement. Et ensuite, je viens de sortir de 3 jours de résidence avec mes musiciens en conditions réelles dans une salle de concert qui s'appelle Le Plan, qui est à Ris-Orangis. Là, c'était hier, avant-hier, et lundi, mardi, mercredi. Et c'était exceptionnel parce que là, je me suis vue grandir, en fait. Même les musiciens, ils m'ont dit, il y a une évolution incroyable. J'ai fait venir un coach scénique qui m'a enseigné encore des choses supplémentaires. Donc, je m'améliore et je veux toujours continuer d'avancer, croître. Et c'est toi qui as choisi tes musiciens? Tu es le chef d'orchestre de tout ce qui se passe artistiquement? Ils m'ont été recommandés par ma coach vocale, en qui j'ai une grande confiance. Elle travaille avec des gens qui s'appellent très expérimentés. Géraldine Alouche. Qu'on salue. Qu'on salue. Et qui a une école, le Studio Pereire. Studio Pereire, qui est coach vocal de nombreux artistes, qui est sur The Voice également. Voilà. C'est ma deuxième coach vocale, parce qu'il y avait Eric Tavelli, le premier dont je t'ai parlé, qui est chanteur lyrique, ancien élève lui-même de Pavarotti, et Géraldine. Voilà. Et Géraldine, c'est toi qui es allée toquer à sa porte? Et en fait, lors d'un coaching vocal, je lui ai dit, maintenant, je suis à l'étape où je veux commencer à constituer ma formation, trouver des musiciens. Et elle me dit, tiens, contacte un tel. Et voilà, et je lui ai fait confiance parce que c'est des musiciens. Alors, mon guitariste est le guitariste officiel de Patrick Fiori depuis 20 ans, et de Pani. Il a fait les tournées, voilà, donc c'est des gens hyper expérimentés en qui je peux m'appuyer. Et c'est un soutien précieux. J'ai mon batteur qui a énormément d'expérience aussi, et le claviériste Alistair. Et quand on contacte le guitariste de Patrick Fiori, c'est toi. Allô, bonjour, je m'appelle Andrea Ponti. Oui. Je prépare un concert. Je veux que tu joues avec moi parce que c'est une rencontre. Oui. Mais donc, comment ça se passe? On boit un café, tu lui envoies tes sons? Alors non. Alors déjà, je leur envoie à mes réseaux sociaux, voir qu'ils voient ton univers musical, etc. Déjà, il faut que lui, ça lui parle. Mais je lui demande s'il veut nous rejoindre pour une première répétition à Luna Rossa. Et dans un premier temps, il est mitigé. Il me dit, écoute, je suis pas sûre. Je travaille avec des grandes célébrités. Voilà. Je préfère, si ça te dérange pas, venir une première fois sans te faire de promesses. Et j'ai besoin de jauger, de voir si le projet m'inspire et si ça tient la route, etc. Donc, moi, j'ai voulu faire mes preuves et à l'issue de cette première répétition, il a dit « je reste ».
Waouh. Il a dit, il a dit, ça me plaît beaucoup ce que tu fais et je vois un vrai potentiel. Je veux t'accompagner. Donc aujourd'hui, tu as autour de toi une équipe, auteur, musicien. Compositeur. Je suis hyper bien entourée en coaching vocal aussi. Et là, aujourd'hui, tu me racontes que tu t'es 2-3 jours enfermée en répète pour préparer ta prochaine scène. Et justement, comment tu t'organises dans ta vie de femme? Parce que c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est quelque chose qui a bouleversé ta vie privée? Alors, c'est vrai qu'être une femme en 2023, c'est être multicasquette. Tu es une maman, tu es une épouse, tu es une amie, c'est comme ton identité, c'est comme une maison où il y a plusieurs pièces et il faut que l'énergie elle circule partout. Il faut nourrir chacune. Et donc voilà, l'équilibre, c'est d'être un peu partout et à la fois. Comme tu sais, Andrea, l'intention de ce podcast, c'est de révéler les secrets de ceux qui se lancent dans une carrière artistique. Et on ne le répétera jamais assez, il faut travailler sur ses réseaux sociaux pour se promouvoir, faire sa propre promotion. On te retrouve sur de nombreuses pages. Qu'est-ce que tu utilises, toi? Instagram, YouTube? Vous pouvez me retrouver, oui, sur Instagram, Andrea Ponti, Facebook. J'ai ma chaîne YouTube où on peut voir tous les clips de toutes mes chansons et de mes covers. Et voilà, je suis très présente, je réponds pas mal. C'est beaucoup de travail, ça. Oui, mais en même temps, c'est une vitrine. On a cette chance que les gens dans l'industrie musicale n'avaient pas il y a quelques années. Donc, c'est un moyen de pouvoir s'exprimer librement et de montrer son projet. D'ailleurs, tu fais tout un travail de compte à rebours. Tu as sorti, il y a peu de temps, un très joli clip. Oui, de mon dernier titre de Je ne t'ai pas dit. Et d'ailleurs, il me semble que c'est toi la directrice artistique du clip, je me trompe? Complètement. En fait, j'écris le scénario et je le soumets au réalisateur, qui est déjà content parce que le scénario est déjà écrit. J'ai les images, en fait. Quand j'écoute ma chanson, je me laisse m'imprégner des images qui me viennent et je lui dis, voilà, là, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et on le concrétise. Et c'est vrai que tout part d'une pensée. Si tu peux le penser, tu peux le réaliser. La pensée est matière, c'est ce que je dis toujours. Est-ce que tu as des icônes, des modèles, des gens qui t'inspirent, des chanteuses ou d'autres? Ah oui, bien sûr. Adele, Christina Aguilera, Sia. Moi, j'aime les chanteuses à voix et qui ont beaucoup de personnalité comme Miley Cyrus, Sia, tout ça. Ça m'inspire énormément. Et toi, en tant que chanteuse, comment tu te définirais? Parce que tu parles beaucoup de Pavarotti, tu aimes ce que tu viens de dire, la voix. Tu es une vraie chanteuse. Oui, c'est-à-dire que si je dois chanter pour juste parler, ça va me frustrer. J'ai besoin de donner de la voix. J'ai besoin, parce que j'ai travaillé mon coffre, j'aime les voix puissantes qui transmettent beaucoup d'émotions. Toujours cette fameuse transmission. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Tu te vois où en 2024? J'aimerais beaucoup commencer à faire des concerts avec ma propre communauté, et les rencontrer parce que je les connais que de manière virtuelle jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est ce qui plairait. Il y a quelqu'un qui va m'aider maintenant. On a fait cette résidence où on est vraiment calé. Maintenant, surtout, on a quand même travaillé 13 titres. J'étais comme dans une grotte pendant 3 jours. J'étais complètement coupée du monde. On a fait que répéter, mais avec un ingé son, avec les ears, de manière tout à fait professionnelle. Donc là, on a un show et j'ai quelqu'un qui va s'occuper à me trouver des dates et des salles. Un tourneur, donc? Pas complètement, enfin, les managers. Tu connaissais les clés de tout ce métier? Parce qu'on parle de producteur, de manager, de musicien, de chorégraphe, de coach. Tu connaissais un peu, tu avais autour de toi des artistes? Mais pas du tout. En fait, c'est un métier que j'ai appris au jour le jour. En 2 ans, j'ai appris un nouveau métier. Et même gérer ses propres réseaux sociaux, soi-même, tout ça, c'est beaucoup. Travailler son image, oui, sa communication. Voilà. Je t'ai même croisée sur de nombreux castings. Exact. Comment ça s'est passé, les castings? Ton plus beau souvenir casting, t'en as un? Oui, avec Bruno Berberes, je l'ai rencontré, j'ai chanté, t'étais là.
Et je crois que ça c'était super bien. C'est toujours enrichissant, hein, de toute façon. C'est des expériences qui t'enrichissent énormément. Mais tu sais que moi, quand j'étais toute petite, ma mère, elle me faisait passer des castings pour des publicités. J'étais une gosse. C'est pas vrai. Ah oui, elle m'a emmenée sur des Ah, castings. donc ta maman t'avait inscrite dans des agences? Ouais, et puis ça m'étonne pas avec ses bleus parce que je l'ai face à moi. Si vous voyiez ses yeux, c'est fou, ses yeux absolument troublants et limpides. D'accord, donc quand même, tu avais pour des vêtements d'enfants. Ah, il n'y a pas de hasard non plus. Tu avais. C'est lointain. Hein. C'est peut-être lointain, mais ta maman, elle avait cette aspiration quand même. Ah, peut-être qu'inconsciemment, oui. Elle t'avait inscrite dans des agences. Je ne sais pas si elle m'avait inscrite, mais en tout cas, elle m'emmenait dans des castings. Et tu avais décroché des choses? Ah oui. Ah, donc, oui. tu as fait des shootings photos, des trucs, des pubs? Exactement. Et j'ai encore une photo souvenir je sais pas, je devais avoir 8-9 ans. C'était pour un casting, pour une publicité des Chocobéennes. Et il y avait énormément d'enfants qui étaient là, etc. Et j'ai passé le casting. Entre-temps, nous avons déménagé. Et quelques semaines plus tard, ma mère a appelé pour prendre des nouvelles. Au fait, je suis la maman de la petite Andrea. Et ils ont dit, mais madame, on vous a cherché partout. Où vous étiez? C'était votre fille qui était sélectionnée pour la publicité des Chocobéennes. Et donc, c'est tombé à l'eau. C'est la vie, c'est comme ça. Mais ça s'est arrêté quand? Je t'ai dit, je devais avoir 8-9 ans. D'accord. Donc, ça a été une expérience casting. Oui. Mais... qui ne t'a pas vraiment marqué. Mais c'est intéressant parce que finalement, ça t'a préparé au casting d'aujourd'hui. Peut-être. Tu en passes encore des castings? Non, plus. Là, je suis totalement concentrée sur mon projet à moi. Et j'essaye d'avancer au maximum pour l'instant. En tout cas, tu as l'air d'avoir un entourage qui t'accompagne dans ça. Oui. Et c'est important. Ah oui, c'est un soutien très précieux. Quand François Vellegreen, William Rousseau, des gens comme Géraldine Alouche me disent je crois fort en ton projet et qu'ils m'aident de manière tout à fait gracieuse et bénévole et comme ça et qu'ils me soutiennent, qu'ils me donnent plein de contacts, ça m'aide énormément. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Andrea? Alors c'est incroyable cette question que tu me poses là parce que j'ai voulu faire une chanson justement, où je m'adresse à la petite Andrea, parce qu'on a tous un enfant intérieur en nous. Et récemment, je suis retombée sur mon journal intime que j'écrivais quand j'étais adolescente. Et je parlais à la femme que j'allais devenir, mes rêves, etc. Et là, j'ai fait le chemin inverse. Je dis, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que je dirais à cet enfant? Je veux en faire une chanson. Je veux dire à cette petite fille qu'elle se fasse confiance, qu'elle soit moins bileuse, que les peurs qu'elle a peuvent être des grands freins et que c'est vraiment dommage, qu'il faut qu'elle s'aime, qu'elle se fasse confiance, qu'elle soit moins timide. J'ai écrit énormément, j'ai donné ça à François Vellegreen et c'est exactement notre nouvelle chanson qu'on vient d'enregistrer en studio la semaine dernière. Merci pour ton authenticité et ce témoignage qui, j'en suis sûre, va résonner chez tant de personnes, tant de femmes. Merci Andrea pour ce délicieux moment. Merci Soledad. Thank you.